Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans la Semaine du Soldat. Vous qui suivez avec beaucoup d'intérêt cette émission, aujourd'hui, nous vous proposons respectivement les interventions des directeurs généraux des ressources humaines, de l'intendance militaire, du service de santé des armées, des transmissions des forces armées et la problématique JAR, notre armée, notre fierté. Autrefois, considéré comme un service chargé des effectifs, de nos jours, la Direction générale des ressources humaines est chargée de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique et gestion prévisionnelle des ressources humaines et la formation du personnel au sein des forces armées guinéennes. Elle prépare et conduit les opérations de recrutement au sein de la Commission nationale de recrutement. À sa création, le 1er novembre 1958, les ressources humaines qui composaient la toute jeune armée guinéenne était gérée de manière rudimentaire. On ne parlait pas de gestion des ressources humaines dans le vrai sens du terme. Il s'agissait plutôt de service des effectifs dont le rôle consistait à contrôler les mouvements des militaires, leur présence effective dans les rangs. Cette manière de gérer les effectifs n'englobait pas la gestion d'un plan de carrière, l'agencement des différentes structures des armées, l'uniformisation du tableau d'avancement et quelques éléments qui s'ensuivent. Cela avait pour conséquence un manque de visibilité au sein du personnel militaire, un manque d'harmonisation dans la gestion des plans de carrière. On ne pouvait pas, dès lors, parler de gestion prévisionnelle des ressources humaines au sein des forces armées guinéennes. C'est cet état de fait et ses conséquences néfastes qui ont amené les nouvelles autorités militaires avec à leur tête le professeur Alpha Condé, chef suprême des armées, à engager un vaste programme de modernisation de la gestion des ressources humaines des forces armées en tant qu'objectif prioritaire axé essentiellement sur la modernisation des effectifs, la maîtrise des effectifs, la création des corps de métier, la professionnalisation du personnel militaire à travers des formations continues et discontinues, la gestion informatisée et rationalisée issue du recensement biométrique qui permet de renseigner le tableau d'avancement et de mise à la retraite depuis 2011. L'adoption d'une base de données solide et unique qui a permis de doter chaque personnel militaire des forces armées guinéennes d'une carte d'identité biométrique sécurisée. Nos perspectives sont d'aboutir à l'issue de ce programme de réforme à la mise en place d'une armée moderne, disciplinée, professionnelle et résolument engagée dans le processus de développement de notre chère patrie à travers la sauvegarde de la paix. Je souhaite joyeuse fête anniversaire à tous mes compagnons d'armes ainsi qu'à leurs familles respectives. Pour finir, je remercie le président de la République, chef des armées, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale et toute la hiérarchie militaire pour les efforts sans cesse consentis dans l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel militaire. Je vous remercie. Dans la dynamique de l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires, ces deux salles de formation de la Direction générale des ressources humaines des forces armées viennent d'être rénovées et équipées de matériel didactique. Un geste qui arrive à un moment où cette direction est en pleine mutation. Je suis satisfait et nous avons reçu aujourd'hui nos salles de formation et nos documents comme appui pour les stagiaires. Chaque stagiaire a droit à un document pour suivre les cours. Et ces formations-là sont articulées comme suit. Le certificat technique numéro 1, le certificat technique numéro 2, la formation de chef de bureau, gestion du personnel, qui va prendre 25 militaires aussi, toujours sur la scène de ressources humaines. Les travaux et l'équipement de ces salles sont financés par le budget national de développement dans son volet renforcement du mécanisme de gestion et contrôle de la gouvernance.
Un acte qui s'inscrit dans l'optique de la réforme du secteur de sécurité. Les ressources humaines constituent l'outil de mise à la disposition de l'ensemble des structures de ce département un personnel à la hauteur de la mission qui lui est assignée. Donc vous êtes le laboratoire d'une armée animée par un effectif informé et compétent. Et conformément à nos différents plans d'action dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, c'est une avancée, c'est une montée en puissance certaine, ce qui me donne un grand espoir, surtout quand on parle de la modernisation de la gestion des ressources humaines. Il ne s'agit pas de dire que c'est un acquis pour la force de défense, il faudra qu'on poursuive cette lutte pour que les résultats dans le futur soient bien comptabilisés. Dans les jours à venir, la Direction générale des ressources humaines des forces armées guinéennes organisera une série de formations de son personnel en vue d'une gestion efficiente des ressources humaines. Située au cœur du bataillon du quartier général, la direction de l'intendance militaire est la structure qui s'occupe de la gestion financière et matérielle des forces armées guinéennes. Son personnel est déployé dans toutes les positions où vivent les militaires, tant en Guinée qu'à l'étranger. Depuis le 1er novembre 1958, l'armée guinéenne a été créée dans le lancer des indépendances qui a eu lieu le 2 octobre 1958. Mais vouloir parler des actions de l'intendance sans parler en général de ce qu'a été l'armée guinéenne, c'est passer à côté. Pour cela, nos dévanciers qui ont fait des sacrifices énormes en abandonnant tous les avantages qu'ils avaient dans l'armée française pour venir bâtir la nouvelle nation, on ne peut pas passer sans les remercier, sans reconnaître tout l'effort qu'ils ont fait. Et chaque fois que l'occasion se présente, il faut projeter ça au vu des jeunes générations pour qu'on se réfère. C'est là la valeur de l'histoire. Le service de l'intendance militaire est un élément intégré qui a évolué non seulement en mission, en effectif. L'intendance, un service de soutien de l'armée, a créé des conditions de soutien des hommes. La loi de programmation militaire permet de mettre des lignes budgétaires sur place qui vont couvrir plusieurs années. Parce que lorsque vous votez un budget pour la réalisation, par exemple, d'une infrastructure dont la réalisation peut prendre 5 ans, 3 ans, 4 ans, alors que le budget est annuel, comment faut-il pour que l'année qui suit, ce qui a été programmé ne tombe ou bien n'ait des problèmes? C'est ainsi que l'idée de la loi de programmation militaire vient. Ça permet de faire beaucoup d'économies. Si aujourd'hui un objectif est débuté, on a commencé un objectif d'achat d'équipement, on peut l'étendre sur 3, 4, 5 années. C'est ça l'esprit de la loi de programmation militaire. C'est vrai que nous voulons améliorer les conditions de vie des hommes et de leurs familles. Mais la meilleure manière, c'est d'aller auprès d'eux. C'est dans cette perspective que nous avons mené déjà des sorties dans la région forestière. Le mois de novembre, il y aura des sorties et ça va suivre toutes les 4 régions, toutes les frontières. Nous devons marcher sur toutes les frontières pour toucher du doigt les vrais besoins des hommes. Parce que la meilleure manière d'évaluer le besoin de quelqu'un, c'est d'aller vers lui, qu'on sache de quoi ils ont besoin. Nous vous disons qu'avec le soutien du gouvernement, que nous allons tout faire pour que d'abord, le long des frontières, nous réalisons le maximum de PA. Les constructions qui ont déjà commencé depuis pour achever certains, selon nos moyens. En même temps, les conditions de travail du soldat, qui disent que l'année passée on était dans telle condition, cette année nous sommes dans telle condition. Nous le ferons, on ne fait pas de promesses vaines, mais tout ce qu'on pourra avoir, tout ce qui seront sous nos mains, nous allons repartir de façon équitable et que chacun rentre en possession de son droit à temps. C'est ça l'objectif que nous visons. Ma bataille fondamentale, c'est la formation des hommes. S'il n'y a pas de formation de base, on ne pourra rien faire. Nous projetons beaucoup dans le cadre de la formation. Actuellement, il y a une promotion de CTD qui est en place. Je prévois même de préparer une cellule de préparation des cadres de l'intendance pour les différents concours sur le plan international pour que la réussite soit de notre côté. Je commence d'abord par remercier le peuple de Guinée, de remercier le président de la République, de remercier le ministre de la Défense, les différents chefs d'état-major, en passant par le chef d'état-major général et le commandant de la gendarmerie. Également, je remercie le soldat, le dernier soldat qui est dans son retranchement le long de la frontière. Le métier de militaire, c'est un métier de sacrifice. Bonne fête, une fois encore, bonne fête. Témoin de l'évolution du service de santé des armées de 2000 à 2018,
je peux conclure en disant que ce qui a été fait est tout simplement, c'est un parcours exceptionnel. Car le service de santé des armées est né juridiquement en 2000 avec le décret du feu général Lansana Conté. Donc, le service de santé des armées, en l'occurrence la direction générale du service de santé des armées, a 18 ans. C'est l'âge de la majorité. Pendant que l'armée guinéenne fête ses 60 ans. 42 ans plus jeune. La création du service de santé des armées a été rendue possible grâce d'une part à la volonté politique de la hiérarchie supérieure militaire d'alors et d'autre part au recrutement massif des universitaires de la classe 90 appartenant à la 19e à la 23e promotion. De ce recrutement massif, le personnel soignant du service de santé des armées s'est vu dopé de médecins, de pharmaciens, de biologistes et de vétérinaires au sein des forces armées guinéennes. Au niveau du service de santé des armées, la première composante, c'est la ressource humaine, c'est-à-dire la formation de l'indépendance à nos jours, ou plus précisément de 2000 à nos jours, parce que réellement nous sommes nés juridiquement qu'en 2000. De l'indépendance à nos jours, nous avons eu 120 formations initiales en médecine, pharmacie, biologie, vétérinaire, 60 applications, 50 spécialisations à l'horizon, c'est-à-dire le chiffre 60, nous allons atteindre le chiffre 60 à l'horizon 2020-2022. L'équipement, il faut quand même souligner que de 58 à nos jours, il n'y a jamais eu un plan d'équipement au niveau de la direction générale du service de santé des armées. C'est grâce donc à la réforme du secteur de la sécurité, au travers de la stratégie nationale d'action prioritaire, qu'un fonds était mis à la disposition de la direction générale des services des armées, en passant par l'état-major général des armées. Ce fonds nous a permis en 2016 et en 2017 d'équiper convenablement, et je dis bien convenablement, le centre médico-chirurgical interarmé qui est un centre de référence pour toutes les structures du service de santé des armées. Donc on a eu la chance donc de commander tous les matériels, la plupart des matériels du bloc opératoire, chirurgie viscérale, traumatologie, l'imagerie médicale. On a eu la chance d'avoir une radio numérique, des consommants de laboratoire, des automates. Donc on a essayé encore de redynamiser un peu notre réseau de laboratoires. En matière d'infrastructure, nous avons un réseau de laboratoires qui fonctionne à 3 niveaux et qui est déployé sur toute l'étendue du territoire, partout où se trouve une structure militaire. Car nous devons savoir que le service de santé des armées articule son organisation en fonction du schéma opérationnel de l'état-major général des armées. Nous avons un réseau de laboratoires à 3 niveaux qui fonctionne très bien. Nous avons un laboratoire de référence du service de santé des armées qui est très bien équipé et qui est même certifié sur le plan national. Nous avons un centre de traitement épidémiologique des armées. Nous avons un centre médico-chirurgical interarmé, 10 centres médico-chirurgicaux des armées, 190 postes de santé des armées, un hôpital mobile militaire de campagne orienté vers la réponse aux épidémies et un hôpital mobile level 1 actuellement projeté sur l'état d'opération à Kidal. Au niveau de la ressource humaine, il y a eu une série de formations. À l'heure où je vous parle, au niveau de la formation initiale en médecine, pharmacie, biologie, vétérinaire, nous avons 120. En application, 60. En spécialisation, nous aurons atteint le chiffre 50 à l'horizon 2020-2022. L'équipement, comme je l'ai dit, de 58 en 2018, il n'y a jamais eu un plan d'équipement. C'est grâce donc à la réforme du secteur de la sécurité au travers de la stratégie nationale d'action prioritaire qu'un fonds a été mis en place au niveau du ministère de la Défense nationale, affecté à l'état-major et au service de santé des armées pour l'emploi, pour l'acquisition de certains équipements. Donc en 2016-2017, nous avons essayé d'exécuter ce fonds qui nous a permis d'équiper correctement le bloc opératoire du centre médico-chirurgical interarmé du BQG en traumato, chirurgie viscérale, radio numérique, les automates de laboratoire et les consommables
et un fauteuil d'haltère. Le plan d'équipement va se poursuivre au niveau des 4 régions militaires. Nous sommes en train de nous battre auprès du ministre d'État à la Défense, ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, pour la construction d'un hôpital militaire. Je sais parce qu'il prend ça à cœur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la mise en place d'un établissement central de ravitaillement sanitaire. Il s'agit de nous démarquer de l'approvisionnement et de l'assainissement conventionnel, c'est-à-dire dans le secteur public. Parce que si l'armée veut avoir son autonomie en termes d'opération, il va falloir que le service de santé puisse se ravitailler en matériel de santé de façon autonome, rapide. Et troisièmement, la poursuite donc du plan d'équipement. Dans ce plan d'équipement, toutes les structures se retrouvent là-dedans. Nous savons exactement ce que nous voulons faire à Kindia. Nous savons exactement ce que nous voulons faire à Labé, la deuxième région militaire. Nous savons exactement ce que nous voulons faire à Kankan et à Zérekuri. Ce plan est disponible. Au fur et à mesure que les fonds sont mis à la disposition de la direction générale, nous allons les exécuter. Les perspectives de la direction générale du service de santé des armées, étant l'organe de pilotage du service de santé des armées, consiste donc à tout mettre en œuvre, faire le plaidoyer. Et je sais que le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, prend à cœur ce problème, c'est la construction d'un hôpital militaire. Nous sommes actuellement sur le terrain, nous avons déjà fait les prospections et il est en train de se battre pour trouver les financements pour que cet hôpital soit construit. C'est un message de paix au peuple de Guinée. Je souhaite pour mon peuple beaucoup de quiétude, d'entente et de cordiale collaboration entre toutes les communautés et que l'armée joue son rôle régalien au milieu de tout ça. Et je souhaite de bonnes et heureuses années à l'armée guinéenne, aux forces de défense et de sécurité, au service de santé des armées, à tous les médecins, pharmaciens, biologistes, vétérinaires des armées. Je félicite Gangan 3 qui vient de rentrer de Kidal et j'encourage Gangan 4 qui est actuellement à Kidal. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Une arme de liaison et de coordination, les transmissions œuvrent à la conception d'un outil de commandement adapté à toute situation. Elle se distingue par la spécificité de ses missions, la complexité de son emploi et de ses moyens que font d'elle une arme de commandement et un moyen de renseignement par excellence. Les missions principales dévolues à cette arme sont entre autres l'acheminement des messages et l'échange des conversations entre les différents échelons du commandement. Elle assure également le soutien logistique et technique des unités des forces armées. Dès après l'accession de notre pays à l'indépendance, et dans la même foulée, notre armée a été créée. Et c'est pendant ce temps que les services de transmission sont rentrés en fonction avec évidemment des dévanciers qui ne sont plus là aujourd'hui. Ceux qui vivent, ils ne sont pas nombreux, mais ceux-là qui sont partis, je m'incline pieusement devant leur mémoire pour tout ce qu'ils ont fait au service de l'armée, au service des transmissions. Ceux qui vivent, ils continuent à apporter leur expérience à ce service. 60 ans déjà, les services de transmission ont évolué. Les liaisons filaires jusqu'aujourd'hui au système numérique, c'est déjà beaucoup. Donc c'est dans ce sens, de la téléphonie à batterie locale jusqu'aujourd'hui au talkie analogique et numérique, on a déjà beaucoup évolué. Sur la hiérarchie ne ménage aucun effort pour mettre les équipements à notre disposition pour que le service fasse toutes ces prestations techniques. Nous avons déjà des résultats concluants qui ont permis au service des transmissions de s'adapter aux nouvelles technologies de l'information, surtout au passage du système analogique au système numérique. Comme vous le savez, il y a une migration qui est en cours. Dans notre secteur, nous ne pouvons pas changer brutalement tout le système, mais nous faisons en sorte que les équipements analogiques soient progressivement remplacés par des équipements numériques. Cela va de soi parce que aujourd'hui, avec cette migration, il y a la notion de fibre optique qui est annoncée. Tout cela concourt à donner la capacité à ce service de relier les échelons de commandement de l'armée. Nous sommes une unité interarmée. Nos services sont
dans les différents états-majors et au haut commandement de la gendarmerie. Nous assurons les réseaux en HF, en VHF et même en UHF. Aujourd'hui, nous avons la capacité de parler jusqu'à Yomou, à partir de Conakry, par des liaisons HF. Donc il y a un maillage de communication qui est là, qui couvre tout le territoire. Il suffit qu'il y ait un problème à Yomou pour que tout de suite l'information soit remontée jusqu'à l'état-major à travers la direction générale des transmissions. Aujourd'hui, notre système est en train d'organiser une interconnexion avec les services de sécurité publique. Parce que déjà, il y a un noyau pour l'armée, donc ce noyau-là doit être relié au noyau de la gendarmerie et de la police. Nous avons les capacités de faire ce travail parce que le potentiel humain est là. Ces dernières années, il y a eu des avancées significatives concernant les transmissions. D'abord dans le domaine de la formation. Nous avons une école à Mania qui forme nos opérateurs, nos officiers, et on a même l'intention d'organiser un cours de formation des commandants d'unité pour le SIC. Le SIC, entendez Système d'information et de communication. Ça c'est un stage que nous allons organiser pour que nous soyons plus présents à l'intérieur qu'ici. Je souhaiterais que l'armée, compte tenu de sa mission régalienne de défendre l'intégrité territoriale du pays, mais nous avons aussi la charge de sécurité des personnes et de leurs biens. Et nous agissons dans ce sens. Je dirais à l'armée guinéenne de continuer cette œuvre. C'est une œuvre que le peuple de Guinée attend de nous. Nous sommes le support essentiel de cette indépendance. Ça ne doit pas, nous ne devons pas perdre ça de vue. Nous avons la lourde tâche de soutenir cette indépendance. Donc, joyeux anniversaire à l'armée guinéenne. Nous comptons encore persévérer dans cette optique et de nous mettre au service du peuple pour le développement économique de la nation. Je remercie pour cette occasion le premier magistrat du pays, le premier soldat, le chef des armées, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre tout à notre disposition pour que cette réforme soit possible. Grâce à sa clairvoyance, à sa lucidité, aujourd'hui l'armée guinéenne peut se dire qu'elle est un modèle dans la sous-région. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être des militaires guinéens. Nous sommes présents dans les théâtres d'opération et nous sommes bien présents dans les théâtres d'opération. Je remercie la hiérarchie militaire pour tout ce qu'ils ont fait pour mettre les troupes en projection et en capacité opérationnelle. Vive l'armée guinéenne, vive le professeur Alpha Condé, vive la République. Avec l'avènement de la Troisième République, l'affirmation du genre se fait sentir davantage au sein des forces de défense et de sécurité. L'accession des femmes militaires et paramilitaires au poste de commandement n'est plus un tabou dans l'armée guinéenne. Longtemps léguées au second plan, de nos jours, ces femmes militaires et paramilitaires prennent leur destin en main. Elles font d'énormes progrès dans divers domaines. Dans ce perpétuel combat, aux côtés des hommes pour maintenir leur voix au chapitre. Ces femmes militaires et paramilitaires ne ménagent aucun effort pour concilier le foyer et le métier. C'est pourquoi elles sont aussi au cœur des vastes opérations de la réforme du secteur de sécurité en cours dans notre pays. Les femmes évoluant au sein des forces de défense et de sécurité, au même titre que les hommes, participent à la défense et à la sécurisation de la population et leurs biens, s'investissent activement dans la restauration de la paix dans la sous-région. Exemple, les femmes qui sont dans les missions onusiennes, dans les femmes au MINUSMA. Et ici, nous femmes qui sont là, on travaille au même titre que les hommes. Elles participent également aux actions civilo-militaires pour faciliter le rapprochement entre les civils et les militaires. Avec la bonne compréhension de mon mari,
je me lève très tôt, je prépare les enfants, je les dépose à l'école, puis je continue au service. Et à l'heure, je suis au service, je travaille sans problème. Je souhaite une très bonne fête à toute la hiérarchie militaire, particulièrement aux femmes évoluant au sein des forces de défense et de sécurité. Je les exhorte au travail. Moi, je suis d'origine de la transmission. Quand je suis rentrée dans l'armée, ma spécialité primaire était les trans. C'est dans l'évolution au grade que je me suis retrouvée ailleurs. Mais sinon, je suis d'origine de transmission. La réforme du secteur de sécurité a apporté beaucoup d'avancées pour les forces de défense et de sécurité. Parce que ça nous a permis de réorganiser l'armée, de structurer les institutions et de respecter le rôle des militaires dans chaque domaine. Du côté du personnel féminin, par exemple, il y a eu encore beaucoup d'avancées depuis la réforme du secteur de sécurité, parce qu'aujourd'hui, on tient compte du genre dans toutes les institutions, plus particulièrement dans les forces de sécurité, dans le domaine de formation, d'acquisition au poste de responsabilité. Surtout, on ne parle pas de grade, parce que dans l'armée, il n'y a pas femme ni homme. Tout le monde est du même pied. Ça a boosté les femmes à se réveiller de manière à aller à me renseigner au même niveau que les hommes. Chacun de nous doit y mettre son grain de sel dans nos comportements, de manière à ce que le peuple guinéen soit fier de son armée. Question d'organisation et d'équipe. Il faut gérer le service avec la famille. Seul, je ne peux pas concilier mon service avec mon foyer si je ne suis pas en bonne collaboration avec mes enfants, ma famille, parce qu'il faut le soutien derrière pour que moi je puisse assurer mon service. De là, pendant que je suis là maintenant, c'est eux qui travaillent. Donc c'est pourquoi j'ai parlé d'équipe. Pour réussir dans ce que je fais, il y a mon mari, mes enfants, mais moi aussi, nous sommes en équipe, nous travaillons en équipe et on coordonne. Chacun a son rôle à jouer pour que les deux foyers puissent marcher, c'est-à-dire le foyer de mon travail et le foyer de la maison. De nos jours, les femmes jouent un grand rôle dans la transmission. Elles participent au maintien de la paix au nord Mali, les missions onusiennes et toutes les activités des forces de défense et sécurité. Grâce à la formation des femmes, évoluent au même titre que les hommes et sont placées dans les postes de responsabilité comme les hommes. Je rends grâce à Dieu et rends hommage à une grande dame de la police. Elle a été une grande dame de la police connue de toute la Guinée et du monde entier. C'est Madame Kadiatou Sangaré, Madame Hervé. Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est par son combat. C'est par son combat contre la marginalisation des femmes à la police. C'est elle qui a tenu le flambeau et elle nous a encouragés pour suivre ses traces. C'est ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, la femme militaire, la femme policière, la femme gendarme devient incontournable dans le système. Ça aussi, il faut le dire, nous sommes en train de nous imposer une stratégie que j'apprécie et j'encourage à tous les niveaux. C'est de continuer à nous battre, nous donner corps et âme à la formation. On ne peut rien nous donner dans un plateau d'or, non, il faut le mériter. Notre affirmation passe nécessairement par la formation, par les écoles de la gendarmerie, de la défense, de la police. C'est un passage obligé pour toutes les femmes. À l'occasion de la fête de l'armée et des corps militaires et paramilitaires, je demanderai à toutes les femmes de s'impliquer et fortement, pas en dansant, non, mais dans des actions concrètes que nous sommes tenus entre nous d'organiser, faire peut-être même des conférences, pourquoi pas. On peut aussi organiser des lectures de Coran, puisque nous sommes africains, et dans les églises et dans les mosquées, qu'on arrête de trop danser. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci pour votre aimable attention. Surtout, gardez votre position car le meilleur reste à venir sur la RTG.